Quand tu crées une émission de radio, tu crées quelque chose. Et en plus, tu as de l'interactivité aussi. Moi, j'aime bien, de toute façon, participer à des choses. Ouais. Et apporter un esprit créatif sur un projet. Alors, Ocha, c'est une plateforme de marketing de podcast. On aide ceux qui souhaitent développer et distribuer un podcast à le faire. Et on aide aussi ceux qui souhaitent développer l'audience. Ce qui est génial, c'est que personne n'a vraiment le monopole sur le podcast. Bonjour Maxime. Bonjour Alexandra. Bienvenue dans cet épisode. Je suis ravie de te recevoir parce qu'on fait de près ou de loin, en tout cas, un sujet qui te concerne tout particulièrement en faisant ce podcast. C'est bon. Et tu vas me raconter tout ça. On commence comme d'habitude. Est-ce que tu peux te présenter et me dire un petit peu quel est ton parcours ? Ouais, bien sûr. Donc moi, je suis Maxime Piquette. Je suis le CEO et cofondateur d'Ocha. Je suis marié, j'ai 2 petits garçons, Émile et Honoré, et j'ai commencé en fait ma vie par des études, après mes études normales, mais des études d'informatique. Okay. J'ai toujours été passionné par créer des choses. Et en fait, l'informatique, c'est ça qui est top, c'est que tu peux imaginer des choses et les créer, et après tu vois les gens utiliser éventuellement tes créations à travers des sites web, etc. Moi, j'ai toujours aimé créer, donc l'informatique, ça m'allait très bien. Et j'ai fait mon parcours, et en fait... à travers ça, j'étais passionné par plein de choses. Il s'avère que j'ai commencé à travailler dans le domaine de la radio sur Internet, à une époque où c'était quelque chose de très innovant de travailler sur la radio sur Internet. Aujourd'hui, c'est un peu désuet, mais à l'époque, c'était quand même quelque chose de plus technologique. Et ça m'a passionné, notamment le côté... pareil, c'est aussi créer. Quand tu crées une émission de radio, tu crées quelque chose. Et en plus, tu as de l'interactivité aussi, ça j'aime beaucoup. Et donc, j'ai été amené à travailler sur l'une des premières radios sur Internet qui s'appelle Futur Radio, qui existe toujours, et qui était hyper innovante à l'époque. Je trouvais ça incroyable. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à créer des projets autour de la radio, et j'ai créé un premier projet. J'étais encore étudiant, et j'ai créé un premier projet pour des radios sur Internet, et qui permettait juste d'écouter facilement la radio. Et en fait, j'ai eu, je crois, le syndrome... je suis tombé amoureux de l'entrepreneuriat parce que j'ai eu un petit produit. Tout de suite, j'ai eu envie d'écouter des clients qui m'ont demandé ça, si, etc. Et j'ai envie de faire un truc plus gros, améliorer mon site web, améliorer mon marketing, démarcher plus de clients, etc. Et en fait, de fil en aiguille, pendant mes études, mes 2 dernières années d'études, j'ai commencé à créer un truc plus important. Mon associé a commencé à se joindre à moi. Okay. On était en 2010, ouais, à peu près. Et en fait, 2010, l'iPhone avait 2 ans. Et donc, on a commencé à faire les premières applications pour les radios. La première, c'était pour une radio locale ici qui s'appelle Radio Mona. Okay. Et donc, on a créé des applications mobiles aussi pour les radios, etc. Et en fait, on sort de nos études avec Charles, mon associé donc, de l'époque et mon collègue de l'époque. Et en fait, on commence déjà à faire un peu de business, mais pas grand-chose, tu vois. C'est juste quelques dizaines de milliers d'euros annuels. Et on se dit, on va essayer de sortir de nos études, on va essayer de créer un business à partir de ça. Et je crée ma première boîte donc avec Charles, qui s'appelle Radio King, qui est une boîte de création de radio sur Internet. Et toute l'histoire part de là, et de Radio King, on est amené à créer par la suite et à avoir un peu de vision sur l'audio digital. Et c'est là où on comprend aussi dans cette expérience-là à quel point l'audio digital va en fait beaucoup se transformer à travers le on-demand, donc le podcast. Et donc on a créé à ce moment-là Ocha, une autre aventure qu'on a développée à partir de là. Et qui était en quelle année là, Ocha ? Alors Ocha, on a commencé à travailler dessus en 2017. On l'a officiellement, les premiers clients sont arrivés en 2018. Ok. Et donc on développe Ocha depuis 2018. Ouais. Donc assez précurseur, puisqu'on n'était pas encore dans l'ère du podcast comme on peut l'avoir depuis quoi, 3 ans, 3-4 ans à peu près, où ça a explosé. Hein. Bon, en fait, on est vraiment arrivé... Moi, j'ai connu cette explosion-là vraiment quand on était en train d'arriver. Donc, d'accord. Tu vois, 2019... 2018-2019, ça commençait vraiment à se développer. Il y avait les premiers studios de podcast qui arrivaient. Tu vois, si tu connais un peu les studios de podcast, il y en a un qui est connu qui s'appelle Binge. Ouais, bien sûr. En tout cas, à l'époque, qui a fait beaucoup de bruit. Bien sûr. Et Binge, sauf erreur de ma part, ils sont arrivés à peu près comme nous en 2018, début 2018 ou 2017, à peu près comme ça. Et donc, tu vois, on était dans cette target-là. Mais c'est là où ça a commencé à faire beaucoup de boom. Alors, aux États-Unis, c'était là depuis beaucoup plus longtemps. C'est sur le marché français où, comme d'habitude, on prend les choses un peu on prend un peu plus de temps. Voilà. Et effectivement, après, tu as eu Covid 2020, et là, l'explosion du podcast incroyable avec le Covid.
et puis ça continue derrière. Ouais, c'est pour ça que je parlais de 4 ans. En fait, c'est ça, c'était autour du Covid où en fait, c'est là où c'est devenu hyper... Enfin, tout le monde écoutait son épisode pendant le Covid, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, moi, ce qui m'a surpris, parce que j'ai l'impression, en tout cas moi, dans mon utilisation personnelle, le podcast, c'est plutôt une utilisation en déplacement. J'aime bien écouter des podcasts quand je me déplace. Et donc avec le Covid, plus personne ne se déplaçait. Et pour autant, effectivement, on le voit, on l'a vu au niveau des audiences et au niveau de la création de podcasts aussi, il y a eu énormément de podcasts qui sont créés. Alors c'est logique aussi, tout le monde était à la maison, tout le monde avait envie de faire quelque chose de son temps libre. Avait envie de faire des choses et s'ennuyer, et avait besoin de tuer le temps. Ouais, mais beaucoup de sujets créatifs en Bien plus. sûr. Et donc sur le podcast, on a eu beaucoup de demandes de création de podcasts dans cette période. Et donc si je reprends un tout petit peu, juste pour bien comprendre, c'était quoi le principe de la radio sur Internet à l'époque quand vous vous êtes lancé? Qu'est-ce que tu as senti et tu t'es dit là il y a quelque chose? Parce que c'est effectivement un peu les prémices du podcast. Pourquoi parce que tu es jeune, tu es encore étudiant, qu'est-ce qui te fait dire tiens, la radio sur Internet, il y a quelque chose? Écoute, je vais pas te raconter des bêtises, je n'ai rien senti, j'ai fait une opportunité. En fait, c'est ça aussi, entreprendre, c'est saisir les opportunités. En fait, j'étais passionné par le marketing, j'étais passionné par le produit qu'on était en train de créer, j'étais passionné par l'entrepreneuriat, etc. et le développement d'une entreprise au sens même. Et en fait, je me suis pas levé un matin en me disant « Ah, je pense que ça, c'est une super idée. » Parce qu'en fait, ça s'est fait au fur et à mesure pendant mes 2 années de master où j'ai vu que je développais quelque chose, que ça prenait et qu'il y avait quand même un business à développer derrière. Et en fait... Moi, je me suis amusé avec ça. J'ai vu qu'il y avait un business, c'était une passion pour toi et tu t'es dit, allez, j'y vais, quoi. Ouais. Et j'ai pas... Et c'est pour ça aussi, à un moment donné, je pense que j'ai souhaité développer autre chose à travers Ocha, parce que je pense qu'à un moment donné, j'avais plus de vision sur ce que ça pouvait être Radio King, cette première société, et j'avais besoin de reprendre un projet sur lequel j'ai une réelle vision, une vraie compréhension de mon marché, de ce que je peux apporter de différenciant. Et je l'avais plus du tout sur Radio King au moment où j'ai cherché à céder la boîte. Donc voilà. Mais en tout cas, cette âme d'entrepreneur, tu l'as depuis le début, quoi qu'il arrive, puisque tu as démarré étudiant et tu l'es toujours. Finalement, tu as connu même le format salarié ou... Non, à part des stages, tu vois, et un peu de BAFA, à part ça. Tu vois, les petits trucs d'été, mais à part ça, non, j'ai jamais été salarié. Mais t'étais pas fâché contre ce système-là, c'est juste que, en fait, c'est encore une fois l'opportunité et les occasions qui se sont présentées à toi, en fait. Non, je suis pas fâché avec le salariat. Non, mais tu vois, il y a des gens, ils tentent et puis ils se disent, non, moi, c'est vraiment pas mon truc. Là, c'est même pas ça, c'est que dès le départ, en fait, tu t'es lancé sur des choses qui ont fonctionné et t'as continué. Ouais, puis c'est vrai que l'entrepreneuriat au sens large, en fait, ça regroupe tellement de choses entre le management, entre le marketing, entre la création d'un produit, le business, la finance, etc. C'est tellement large. Et moi, j'aime beaucoup ça, en fait. J'aime l'idée de continuellement avoir l'impression de résoudre un puzzle qui ne se finit jamais, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. C'est comme les jeux, comme si tu joues à Minecraft où t'empiles des blocs et en fait c'est un truc que tu peux faire toute ta vie si tu veux, parce qu'en fait le jeu n'est jamais fini. Et je trouve que l'entrepreneuriat c'est ça, c'est que le jeu n'est jamais fini. Et t'as parfois des choses qui arrivent, des positives comme des négatives, mais justement ça pimente le jeu. Et moi j'ai rien contre non plus. Je me suis toujours dit d'ailleurs, pour info, entre nous, mais c'est que le jour où tu vois, j'arrêterai Ocha pour X ou Y raison, j'aimerais bien tenter, voir ce que c'est de participer de l'autre côté sur un projet, tu vois, mais je dis ça, peut-être que ça n'arrivera pas. Tu verras bien. Mais en tout cas, tu serais pas contre. Ouais, non, totalement. Moi, j'aime bien, de toute façon, participer à des choses. Et apporter un esprit créatif sur un projet. C'est ce que j'aime faire. Donc après, je pense que tu sois fondateur ou pas fondateur, avec départ ou sans départ, c'est pas tant mon levier de motivation chez moi. Et si je reviens sur Ocha, en quelques mots, qu'est-ce que c'est en fait ? Alors, Ocha, c'est une plateforme de marketing de podcast. On aide tous celles et ceux qui souhaitent développer et distribuer un podcast à le faire. Donc, tous ceux qui veulent se lancer sur le podcast sont les bienvenus sur Ocha. Mais on aide aussi ceux qui souhaitent développer l'audience, ceux qui ont déjà un podcast existant et qui souhaitent développer leur audience. Et donc, chez Ocha, on a vraiment cette mission de vouloir aider tous ceux qui ont un podcast à trouver leur audience.
avec tout un dispositif un peu marketing. Alors on rentre sur des choses qui sont pas très, très fun toujours, mais nous on essaie de les rendre les plus fun et amicales possibles. Et donc tu as des dispositifs sur, par exemple, une des fonctionnalités qu'on a développées chez Ocha, c'est de t'aider à pouvoir être plus visible sur les applications comme Apple Podcast et Spotify. Aujourd'hui, tu as des millions de personnes qui chaque jour utilisent ces applications-là. Et la question, c'est, tu as aussi des millions de personnes qui utilisent ces applications-là pour trouver de nouveaux podcasts à écouter. Et la question, c'est, eh bien, est-ce que toi, tu remontes dans les résultats de recherche si jamais on tape même le nom de ton podcast ou si on tape un mot-clé qui fait sens vis-à-vis de ton podcast, est-ce que tu remontes dessus? Et on a un peu craqué le code en faisant en sorte que tu puisses faire une recherche et avoir les résultats et voir les résultats, les traquer dans le temps. Et de plus en plus, on essaie de comprendre les algorithmes d'Apple Podcast et Spotify pour te donner aussi des recommandations sur ce que tu peux faire en mieux pour justement améliorer la visibilité de ton podcast. C'est vrai que ça, j'y ai jamais pensé, mais c'est du SEO 8.0, enfin je ne saurais même pas dire quelle version c'est, enfin peu importe, mais en tout cas c'est un peu le référencement effectivement du podcast ça, sur les plateformes et qui nécessite absolument, j'imagine, le même accompagnement et l'expertise que vous avez que d'autres ont dû avoir avec Google, quoi. Ouais, mais tout comme demain, tu as un site web, tu vas t'intéresser à ta position sur Google. Aujourd'hui, tu as un podcast et tu devrais t'intéresser à ta position sur Apple Podcast et Spotify, chose qui est assez peu faite en réalité parce qu'il manque d'outils. Alors, c'est un pan des choses que l'on fait. On a d'autres outils aussi parce qu'en fait, la visibilité d'un podcast, c'est 360. C'est déjà les canaux d'acquisition, où est-ce que ton podcast peut être visible. C'est après un sujet de conversion vis-à-vis des métadonnées, des informations qu'on va avoir de ton podcast. Est-ce qu'on a envie ou pas de cliquer dessus et de lancer une première écoute? Et après, c'est un sujet de fidélisation. Est-ce qu'après une première écoute, les gens restent et réécoutent derrière? Bien sûr. Et en fait, nous, on essaie de vraiment adresser toutes les étapes de ce qu'on appelle ce tunnel d'acquisition de nouveaux auditeurs. On essaie vraiment d'adresser ça et de pouvoir mettre en place des outils au fur et à mesure. On les a pas tous encore aujourd'hui. Il y a encore plein de choses qu'on a envie de développer, mais de mettre en place des outils qui, au fur et à mesure, vont t'aider à avoir à minima les données pour comprendre ce qui va et ce qui ne va pas, et au mieux d'avoir des recommandations ou des outils pour améliorer ta visibilité in fine. Est-ce que tu as un peu le même système que si tu es en page 2 de Google, tu es invisible? C'est la même chose pour les podcasts finalement. Ouais, totalement, ouais. Sauf qu'il n'y a pas de page. C'est quoi? Sauf qu'il n'y a pas de page, mais bon, tu ne vas pas scroller indéfiniment, donc j'ai envie de dire, si 3 fois tu as scrollé qui n'est pas... Après la 20e position, ça devient dur. Et donc tu as dû créer ces outils-là parce qu'ils existaient pas vraiment en fait on les a créés. Ouais, c'est ça. Ouais, on les a créés de zéro avec notre équipe, on fait tout maison. Mais c'est des outils, on est très fiers parce que c'est des outils qui n'existent nulle part ailleurs. Oui, alors, c'est ça. On commence à avoir un peu de concurrence dessus, mais jusqu'à présent, ça n'existait nulle part ailleurs, donc on les développe vraiment de zéro. Ah oui, tu as un peu de concurrence là qui est arrivée, qui a vu le marché en fait, et tout simplement. Ouais, bien sûr. Elle est bienvenue. Bien sûr. Mais bien sûr, on commence à avoir des acteurs qui essaient de se positionner un peu dessus. Donc voilà, alors ils n'ont pas tout ce qu'on a développé parce que nous on est là depuis 2018. Donc en fait, on a développé beaucoup de choses sur plein de verticales. Mais effectivement, sur certaines d'entre elles, on a des concurrents. C'est quoi aujourd'hui les chiffres un peu du podcast Là, il y a quelque temps, j'ai reçu dans l'industrie de la musique quelqu'un qui me disait que c'est 12 000 musiques par jour, non, 120 000 musiques par jour mis sur les plateformes d'écoute. Sur les podcasts, c'est quoi? Tu as une idée ou pas Alors, je pourrais pas te donner en nombre d'épisodes, en nombre de podcasts déjà totaux. On sait qu'il y a à peu près 5 millions de podcasts dans le monde. Ouais, c'est énorme. C'est quand même pas mal. Et chaque mois, nous, on comptabilise, sans te dire de bêtises, à peu près 200 000 nouveaux podcasts qui s'ajoutent sur les plateformes. Voilà. Alors après, avec des systèmes où tout le monde ne se référencie pas de la même manière et au même endroit, donc on a certainement des informations qu'on n'a pas à certains endroits, mais voilà, c'est à peu près ça les ordres. Ouais, c'est énorme, avec en plus des thématiques complètement différentes les unes des autres, et donc ça vous laisse un grand champ d'activité, j'ai envie de dire, pour Ocha, pour le coup, c'est énorme. Enfin, j'imagine que cet essor, il est magique pour toi. Ouais, tu l'avais imaginé, enfin, tu savais que ça allait prendre autant de proportions, tu t'attendais à plus, enfin... En fait, quand on faisait Radio King, tu vois, on
on a compris un truc et c'est marrant parce que je pense que la première fois où j'ai eu une vision qui a été aussi claire dans ma vie et dans ma vie d'entrepreneur, c'est assez incroyable. C'est très bateau ce que je vais dire, mais pour nous, ça a été un moment de clarté absolue. Ce qu'on a compris, et parce qu'on analysait beaucoup la radio avec la télévision. Pourquoi on faisait ça ? Parce qu'en fait, la radio et la télévision ont plein de points communs. La radio, c'est un média qui est linéaire, c'est-à-dire que tu le prends en cours de route. La télévision, c'est pareil. La radio, c'est un média qui, normalement, tu as besoin d'un poste pour le recevoir. Ça marche par onde FM ou AM, évidemment. Et la télévision, alors sauf maintenant, on passe de plus en plus par Internet, mais à l'époque, c'était quand même plutôt par onde aussi RCM. Sur la radio comme la télévision, ça c'est toujours un peu le cas, tu es en offre limitée. C'est un certain nombre de chaînes de radio, un certain nombre de chaînes de... C'est local. En fonction de là où tu es, tu captes pas la même chose. Et en plus de ça, tu peux pas avoir un contrôle absolu. Sauf encore aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, mais la radio, encore que c'est pas tout à fait le cas, où tu peux pas stopper et reprendre un programme. Oui, tout à fait. À l'époque, sur la télévision, c'était un peu pareil aussi. Et en fait, c'est intéressant parce que ces deux formats-là, on les a beaucoup comparés. Et ce qu'on regardait donc beaucoup, notamment, c'était la progression de YouTube aux États-Unis. Et notamment, ce qui nous a à un moment donné un peu surpris, c'est que YouTube a dépassé, en termes de consommation, la télévision aux États-Unis. On s'est demandé, mais comment ils ont craqué ? Comment ils ont craqué le truc ? Et en fait, ce qu'on a compris, c'est que YouTube fait de la vidéo comme la télévision fait de la vidéo, mais ils ne la font pas de la même manière. Et d'une certaine manière, ce que nous, on avait fait avec Radio King, c'était de reproduire la même façon de faire de la radio, mais on l'avait mis sur Internet. C'est-à-dire qu'avec tous ces principes de radio linéaire, tu peux pas stopper un programme et le reprendre plus tard, voilà, tous ces principes-là, nous, on les avait finalement gardés, on les avait mis sur Internet. Ok. Et on s'est demandé, mais ce serait quoi l'audio sur Internet avec tous les mêmes principes que permettent YouTube, c'est-à-dire un contenu illimité, le fait de pouvoir stopper et reprendre son contenu, le fait de pouvoir aussi choisir le contenu qu'on veut et d'avoir une très grande offre de catalogue, le fait de laisser chacun aussi pouvoir pousser ses trucs, pas de problématique de territorialité, ou même de device, d'appareil avec lequel tu vas écouter. Et en fait, qu'on a posé un peu tout ça, tu vois, c'était un peu notre checklist, on a compris qu'on était en train de parler de podcast. Ouais. Tu vois, mais à la fin, on s'est dit... Oui. Et ça a été même dans nos premières idées, c'était de dire on veut faire un YouTube du podcast. Au début, nous, on s'en parlait comme ça, c'était de faire un YouTube du podcast. Et c'est là où on a vraiment compris que la radio telle qu'elle était aujourd'hui, et ça se voit, hein, les chiffres d'audience de radio ne font que de baisser. Bien sûr. Un vrai sujet de comment attirer aussi les jeunes publics sur la radio, mais pour le coup c'est très difficile. Idem pour la télé d'ailleurs. Idem pour la télé. Et en fait, on voit que le podcast n'a pas le même sujet, mais je pense que c'est aussi, et moi j'ai compris ça après, je pense que c'est aussi un sujet de société. La société a beaucoup évolué, je trouve que dans ses choix de consommation, qu'ils soient médias ou même de produits. À une époque où, tu vois, on se serait vu un matin à la machine à café, on aurait parlé de ce qu'il y avait eu sur M6 en particulier. Mais bien sûr. Là, aujourd'hui, on peut se partager des milliers de choses, que ce soit la dernière chaîne YouTube, la série Netflix, le truc ici, le podcast là, etc. Et c'est tellement diversifié, ce qui fait que notre consommation est beaucoup plus personnelle aujourd'hui. On a chacun et chacune des médias qui nous correspondent beaucoup plus et qui nous plaisent beaucoup plus et qui sont en rapport avec nos propres passions, ce qu'on aime réellement, ou les personnes aussi qu'on apprécie, qui sont les hosts de ces podcasts ou de ces vidéos. Et tout ça vient au fait que on a quelque chose de beaucoup plus où le consommateur est un peu plus le chef de ce qu'il consomme. Complètement. Et ça, c'est vrai sur tous. Et je trouve que c'est une bonne chose, en fait. Je trouve ça assez génial. Et c'est pour ça que j'ai aussi, on a mis beaucoup d'énergie dans le podcast à ce moment-là, parce qu'on a compris déjà que l'avenir était beaucoup plus tourné sur la radio, l'audio à la demande plutôt. Et la deuxième chose qui nous a donné envie d'y aller, c'est qu'on a compris que c'était difficile, en fait. Parce qu'en fait... l'audio, le podcast, c'est pas comme YouTube. YouTube, il y a une plateforme, tu mets ta vidéo dessus et tout le monde peut y avoir accès. Le podcast, tu as plein de plateformes, ce qui est le meilleur, moi je dis toujours, c'est le plus gros avantage du podcast et aussi son plus gros désavantage, c'est que tu as une multitude de plateformes. C'est vrai qu'il y en a beaucoup plus que finalement ce format YouTube. Vidéo... De toute façon, les autres, ils sont morts en fait. Bien sûr, Dailymotion ne fait plus vraiment ça. Il y avait un peu Vimeo aussi. Ça existe encore ? Ouais, pour des utilisations particulières, tu peux utiliser Vimeo, mais tu vois, c'est très peu utilisé en général.
Et c'est vrai que sur le podcast, je peux t'en citer plein qui sont ultra utilisés. Bien sûr, Apple mais bien Podcasts, sûr. Deezer, Spotify, Podcast Addict et d'autres, quoi. Et donc, ce qui est génial, c'est que personne n'a vraiment le monopole sur le podcast, ce qui est top. Ça évite des petits sujets qu'on voit ici ou là sur certains médias qui ont un peu trop de monopole et qui font un peu ce qu'ils veulent in fine. Et en même temps, le désavantage, c'est que c'est un média qui a forcément plus de difficultés à évoluer aussi, parce que justement, il faut qu'on puisse tous se mettre un peu autour de la table pour le faire évoluer ensemble. Et certains prennent un peu des décisions un peu dans leur coin, alors on essaye de créer un consensus sur comment on fait évoluer aussi ce média dans le temps. Mais c'est passionnant, c'est beaucoup plus... Oui, parce que je suis en train de penser sur les modèles économiques, finalement, il y a des choses qui sont beaucoup plus claires sur d'autres médias que sur le podcast, finalement, parce que cette multiplicité d'acteurs fait qu'il y en a un qui ne peut pas vraiment mettre ses règles du jeu, sinon il va soit... casser son propre marché, soit casser le marché tout court, en fait. Et c'est là où vous, d'après ce que je comprends, vous êtes sollicité aussi dans ces tours de table, dans ces réflexions, c'est ça ? Ouais, souvent nos sujets, mais effectivement, on aide aussi nos utilisateurs à monétiser leur contenu quand ils ont une audience qui est suffisante. Mais effectivement, là où, par exemple, si tu prends YouTube, YouTube, c'est la régie, c'est eux qui décident de tout. C'est devenu la folie. Une vidéo 3 minutes, t'as 3 minutes de pub aussi, quoi. Et ils décident totalement de comment ils monétisent, quel annonceur peut passer, etc. Exactement. Ils gèrent tout. Sur le podcast, tout le monde peut tout le monde peut monétiser d'une certaine manière. Donc, tu as des boîtes qui sont spécialisées aujourd'hui dans la monétisation des podcasts. Tu as des hébergeurs podcasts aussi qui sont spécialisés là-dessus. Et donc, c'est intéressant aussi parce que ça crée une diversité et en même temps, ça complexifie le marché parce que les annonceurs, eux, ils aiment bien avoir un seul point d'entrée et que ce soit plus simple pour eux. Donc, c'est là où c'est un marché qui a forcément plus de mal à se développer d'un point de vue monétisation. Et donc d'un point de vue business même plus global. Mais j'ai envie de dire que ça, c'est une question de temps pour que les choses se mettent un peu plus en place et que tout le monde discute un peu plus ensemble. Et d'ailleurs, toi, à chaque fois que tu vas améliorer un outil ou créer un outil justement dans tout ce que vous proposez comme service, ils vont marcher, ces outils-là, sur chacune des plateformes ou parfois tu dois retravailler parce que sur cette plateforme-là, ça ne va pas marcher de la même manière Non, dans la plupart des cas, ça fonctionne un peu de la même façon partout. On n'est pas trop embêté là-dessus. Ça ne nécessite pas de retravailler, de dire « Ah bah mince !» Alors, oui et non, je te donne un exemple. Récemment, on a mis en place, c'est disponible gratuitement sur notre site, tu vois, c'est le fait de pouvoir voir le classement des podcasts par catégorie. Donc, tu sais, il y a plein de catégories de podcasts. Nous, on est peut-être ici dans la catégorie business, je ne sais pas, ou entrepreneuriat, ça existe aussi. Donc, en fait, la question, c'est, ce podcast-là, il est dans quelle position sur la catégorie entrepreneuriat, par exemple ? Top 3. Évidemment, au moins. Voire 1, mais bon. Voilà. Et en fait, nous, on a récupéré ces informations-là depuis Apple Podcast et Spotify. Mais là, effectivement, les informations qu'on récupère, elles sont très spécifiques à Apple Podcast et Spotify. Si demain on veut le faire avec Deezer, c'est encore un truc très particulier qu'on va faire à Deezer. Mais ça, c'est plus nous, notre popote, parce qu'on va sur des terrains qui sont en général plus complexes, où effectivement, il faut qu'on aille récupérer souvent de la donnée des plateformes d'écoute et où chacun fait un peu comme il veut. Et ce classement-là, tu le fais de manière automatique ou... Ouais, c'est ça. Chaque jour, on a le classement à date sur chaque catégorie, dans chaque pays. Il y a, je crois que sur Apple, tu es à peu près à une centaine de pays, donc ça te fait beaucoup de résultats in fine. Je me doute. Et on traque ça tous les jours. Et donc, j'imagine que toute cette partie automatisation, il y a un peu d'IA là-dedans. Justement, l'IA est venue beaucoup vous aider dans votre quotidien chez Ocha ? Alors, tout dépend de ce dont tu parles. Est-ce que tu parles en interne ? Est-ce que nous, l'utilisation de l'IA nous a aidés ? Ou est-ce que tu parles de l'utilisation de l'IA sur notre produit ? Alors, pour le coup, sur les deux domaines, bien évidemment. Mais si je devais déjà démarrer au quotidien, dans ton quotidien aussi, toi, en tant que CEO, comment tu t'appuies de l'IA ? En fait... je crois qu'on a entendu parler de ChatGPT, je me rappelle, c'était en début d'année. Je pense que c'était 2023 de mémoire, janvier 2023. Et juin 2023, je fais un message à toutes mes équipes, je leur dis très clairement, tous ceux qui veulent
Vous pouvez prendre aujourd'hui un abonnement payant à ChatGPT, je crois que c'était 20 balles par personne. Ouais, c'est ça. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Oui. Vous pouvez le prendre, il n'y a pas de souci. On prend directement la souscription aux frais de la boîte et vous en faites ce que vous voulez, etc. pour bosser. Et direct, on a pris un abonnement pour ChatGPT, je te dis 6 mois après. Parce qu'en fait, moi j'ai tout de suite compris à quel point ça allait être une aide. En fait, sur tout ce qu'on allait faire, ça allait pouvoir nous être utile. Il n'y a pas un jour que je passe sans utiliser une IA aujourd'hui, que ce soit des fins personnelles ou à des fins pro. Bien sûr. Ça nous aide à coder plus rapidement. Oui, bien sûr. À vérifier aussi un certain nombre de lignes. Bien sûr. C'est d'une efficacité et surtout, ce qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution. Mais même dans le domaine de l'audio, c'est passionnant ce qui se passe dans le domaine de l'audio. La voix. C'est aussi pour ces outils-là aussi. Je te demandais effectivement dans les deux sens, parce qu'il y a évidemment au quotidien, toi, dans ton quotidien de CEO et auprès des équipes, mais aussi dans le domaine de l'audio, où je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Ça transforme un peu aussi ton quotidien ? Pas encore. Et je sais pas à quel point ça va le changer. Mais quand l'IA est arrivée, tu vois, vraiment, je me suis positionné moi sur ce que ça allait donner, notamment l'IA vis-à-vis de l'audio. Aujourd'hui, alors déjà à l'époque, tu avais des IA qui commençaient à être très convaincantes sur toutes les technologies qu'on appelle les text-to-speech, qui parlent, etc. Et jusqu'à présent, les voix, tu les reconnaissais. Bien sûr. Et là, aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui n'est pas vraiment au fait de tout ça ne remarque pas du tout que c'est une IA. Je pense que le temps où même des personnes comme nous qui sont un peu plus connaisseurs et ont un peu plus l'habitude de faire la reconnaissance entre IA ou pas IA, je pense que ce temps-là, on a plus pour dans très longtemps. 6 mois. Je pense que c'est ça. Quand tu vois par exemple les appels, quand tu commences à avoir des gens qui t'appellent, ou maintenant on les a captés, mais la première fois c'est bluffant. Ouais, bien sûr. Où tu dis mais en fait c'est une IA qui est en train de me parler. Enfin c'est hallucinant. Ouais, c'est assez impressionnant. Moi, j'avais déjà spoté qu'on aurait des IA qui allaient pouvoir mimer des émotions. Et je crois que j'avais fait un blog post là-dessus il y a 1 an. Et là, récemment, il y a eu encore des améliorations de la part de ChatGPT et d'autres. Il y a aussi Eleven Labs qui travaille beaucoup sur le sujet et qui font justement... c'est assez drôle parce que tu sais, tu peux créer un script. Et puis dans le script, tu vas dire, là, ça, c'est une blague, donc tu dois rigoler. Là, ça, tu dois faire un esprit étonné. Là, tu dois avoir une voix grave, etc. Et tu génères l'audio, et l'audio prend en compte tous ces trucs-là, et l'IA mime ces émotions-là, ou ces intonations-là, etc. C'est impressionnant. Et c'est là où... Alors, évidemment, moi, je suis impressionné, je trouve ça hyper intéressant. Et évidemment, il y a une autre part de chez moi qui me dit à quel point demain, on va être capable de reconnaître le vrai du faux, et à quel point ça peut avoir une incidence sur tout ce qu'on vit, et tu vois, notamment dans des moments tels qu'on connaît en ce moment, avec un contexte un peu incertain politiquement et difficile. L'information, elle est quand même hyper importante. Et à quel point demain on va réussir encore à savoir que c'est pas Emmanuel Macron qui a parlé là, et que c'est pas un fake. Aujourd'hui, on sait le faire. Je ne sais pas si demain on aura encore cette capacité-là. Je pense qu'il reste vraiment pas beaucoup de temps avant de se faire avoir. Ouais. Parce qu'on a vu des premières images. Déjà, en termes d'image, ça a énormément aussi évolué, je trouve. Il y avait l'audio, mais il y avait l'image. L'image, c'était vraiment pas bon jusqu'à il y a quelques temps. Maintenant, c'est devenu impressionnant. Tu arrives vite à quand même mettre un visage sur un corps. Et maintenant, si on y rajoute l'audio et effectivement cette notion de sentiment et tout, c'est un peu flippant. Ouais, donc je pense qu'en tout cas, demain, pour parler du podcast, tu vois, demain, tu auras certainement des podcasts qui seront entièrement générés par des IA. Et de bout en bout, que ce soit du script à la génération de la parole, tu vois. Tout sera généré par une IA. Ce que j'aime à penser, parce que c'est difficile d'être Madame Irma et d'imaginer ce qui va se produire, mais moi, ce que j'aime à penser, c'est que malgré le fait qu'on puisse avoir ce type de contenu demain, on aura toujours à un moment donné un plaisir à retrouver un podcast réalisé par un être humain
qu'on peut aller voir en chair et en os, avec qui on peut parler, etc. Et avec qui on peut interagir aussi sur les réseaux sociaux et tout. Je pense que, voilà, on aura toujours, faire des podcasts avec des humains comme ici on le fait tous les deux, je pense qu'on aura encore besoin pendant quelques temps. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais je suis sûr que, d'ailleurs, ça commence à se voir même dans le monde, dans tout ce qui est influenceur, sur les posts Instagram, etc., avec les images générées, etc. Oui, c'est sûr que ça va très très vite, quoi. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est combien de personnes, Ocha ? T'as combien de personnes avec toi ? Aujourd'hui, on a une trentaine de personnes chez Ocha. 30, ok. Et c'est monté d'un coup ? Enfin, t'as eu une évolution qui a été, j'ai envie de dire, 5, puis 8, puis où ça s'est fait d'un coup ? En fait, on a eu une accélération quand on a fait une levée de fonds. Ok. Voilà, c'est assez Elle était logique, quand, cette levée de fonds ? On l'a fait en mars 2020. D'accord. Juste avant le Covid. Je crois qu'on a eu les sous. Je crois que c'est ça. On a eu les sous à peu près au moment du Covid. Tu vois, c'était assez. Peut-être un petit peu avant parce qu'on a communiqué à ce moment-là, mais voilà. Mais, donc, première ou dernière ? Première et dernière ? Première et dernière. Ouais, Première et dernière. Ouais, on n'a pas fait d'autres levées de fonds. On n'est pas dans ce. On n'aime pas trop ce. Moi, j'aime pas trop ce jeu d'aller chercher. Là, on est vraiment dans un souhait d'aller chercher une stabilité, ouais. de trouver quelque chose de stable et d'efficace. Et donc, ouais, on a eu une grosse accélération à ce moment-là. On a dû embaucher beaucoup de gens dans une période un peu Covid. C'était pas simple, mais on s'en est bien sorti. Et voilà, et on continue chaque année à faire grandir l'équipe sur différents postes. Ouais. Et pour le coup, majeure partie dans la tech ou pas uniquement ? Non, pas uniquement. Non. On a une bonne partie évidemment tech, mais tu vois, ça doit représenter un tiers des équipes. Ouais. Et après, on a quand même une bonne partie de nos équipes plutôt côté entre marketing, sales et tout ce qui est customer success, qui va représenter quand même une bonne autre partie de nos effectifs. Ouais. Et c'est difficile de gérer 30 personnes aujourd'hui ou ça se fait bien ? Parce que c'était pas forcément l'idée de départ. Enfin, toi, tu t'es lancé, mais il n'y avait pas forcément une idée de je vais avoir 30 personnes ou 100 ou je ne sais quoi. Est-ce que tu l'as vécu ? Est-ce que tu le vis de la même manière d'être directeur de Ocha avec 30 personnes C'était un souhait, en tout cas ? Ah ouais, carrément. Moi, c'est bien. Ouais. Alors, en fait, moi, ma valeur sur la boîte, c'est le développement. Moi, j'aime bien développer les choses. J'aime bien les faire grandir. Donc, quand tu veux faire grandir quelque chose, c'est grandir ton chiffre d'affaires, grandir ton nombre de clients, grandir ton équipe, même grandir tes bureaux, c'est un effet positif. Donc, moi, c'est la valeur que j'essaye qui me motive le plus, c'est de faire grandir les choses. Donc, effectivement, plus j'ai d'employés, plus ça veut dire que la boîte regrandit, ça veut dire que plus je m'éclate aussi dans cette valeur-là. Est-ce que c'est simple ? Je pense que c'est plus ou moins facile en fonction des personnes que tu embauches. Et j'ai la chance, je pense que j'embauche les bonnes personnes, et donc ils me rendent la vie très facile. donc en fait, oui, je vais te dire, oui, je trouve que c'est simple, parce que je pense que j'ai les bonnes personnes qui sont hyper focus sur leur mission, sur leur métier, sur leur travail, sur ce qu'ils doivent faire, et moins, tu vois, sur les sujets qu'on peut avoir parfois dans des boîtes et tout, qui sont un peu plus des sujets qu'on a moins envie de gérer, des petits sujets RH qu'on a moins envie de traiter. Oui, c'est ça. Après, on a une grosse culture du remote, et ça, je pense que ça nous aide beaucoup aussi. Ouais. T'as une culture où certains de tes collabs sont 100% remote ou... Ah oui, mais c'est quasiment... Je vais pas dire quasiment la totalité, mais on a la majorité des collaborateurs chez Ocha sont en full remote, et j'en ai quelques-uns qui passent peut-être 3 fois par semaine au bureau à Paris, mais c'est tout. Ouais, en fait, c'est chacun, dès le départ, en fait, c'est précisé dans l'annonce. Après, s'il y en a qui veulent venir, il y a des bureaux. Ouais. Et si vous voulez... j'ai des collaborateurs qui sont à Marseille, qui sont à Toulouse, qui sont à Reims, à Nantes. Donc après, en fonction des localisations, certains peuvent se permettre de faire un déplacement toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Et puis certains qu'on voit tous les trimestres au moment où on se réunit tous ensemble, et voilà. Tu fais plusieurs moments dans l'année où tout le monde est réuni ? Tous les trimestres. On a nos objectifs en fait. Un petit kick-off. En fait, on a nos objectifs qui fonctionnent par trimestre, les OKR, les classiques, et puis on fait un bilan là-dessus sur nos OKR, et puis c'est aussi un moment de convivialité qu'on partage ensemble. On profite de ce moment-là aussi pour ça.
Et donc, quand tu gères des gens qui sont full remote, comment tu arrives à leur donner cet engagement, cette motivation et ce lien d'appartenance à Ocha? Parce que c'est ça aussi le sujet, t'entends souvent, depuis moins d'1 an, on n'arrête pas d'entendre les boîtes sont en train de retirer le remote parce que les gens ont plus le sentiment d'appartenance à leur structure. Là, c'est un peu différent. C'est pas des gens qui sont passés en full remote avec Covid parce que finalement, ils sont arrivés post. Mais comment toi, tu as réussi à créer ce lien d'appartenance à Ocha? Déjà, avec beaucoup de process. Je crois que ça ne peut marcher que si on est clair sur comment ça doit marcher. Ok. Et donc, il y a pas mal de process de fonctionnement qu'on a, des petites choses ici ou là, mais des choses qui sont très claires et que chacun et chacune respecte chez Ocha. C'est beaucoup de contacts aussi, dès lors que c'est nécessaire évidemment, mais avec chaque manager voit à minima 1 fois par semaine chaque personne qui manage. C'est pour les techs, c'est tous les matins la meeting pour se voir et définir les objectifs. Et effectivement, après, on essaie aussi de communiquer de façon la plus transparente possible sur ce qu'on fait et sur pourquoi on le fait. Ok. Et je pense que tu arrives à faire partager et à partager ce projet-là dès lors que tu es très transparent sur quand ça va et quand ça va pas et pourquoi on le fait. Et si ton pourquoi il est clair, tu peux embarquer qui tu veux. Dès lors que la personne a envie de travailler, dès lors que la personne est motivée, dès lors que ton pourquoi est clair, tu embarques qui tu veux. Oui, en fait, plus tu expliques, plus tu donnes le cadre, et plus le cadre est respecté finalement. Ouais, et puis après, c'est aussi une dynamique. C'est-à-dire que si toi, t'es un peu mou, tu vas peu vers les autres, tu mets peu de dynamique, etc., bon, forcément, ça va se ressentir. Et puis si, sans être trop présent, évidemment, c'est pas tant la question, mais c'est plus mettre du rythme à travers, tu vois, par exemple, on a des objectifs qui sont chaque quarter, qui sont très clairs, définis pour chaque équipe. Rien que ça dynamise un peu les choses. On les revoit chaque trimestre ensemble. Et puis, chaque semaine, ils sont affichés sur notre Slack. Il y a des moments d'échange qu'on a ensemble qui sont partagés. Et voilà, il y a une dynamique, en fait, qui s'installe. On a des projets sur lesquels on travaille de façon commune tous ensemble. Et en fait, ça avance comme ça. Et je pense qu'il y a ça. Et la deuxième chose, c'est nos valeurs. Et c'est pas galvaudé, c'est que on a beaucoup travaillé sur nos valeurs. C'est un sujet qui est ultra important. On fait très attention quand on embauche, à embaucher des personnes qui sont vraiment en lien avec nos valeurs aussi, avec qui on va partager ces mêmes valeurs-là. Et dès qu'on sent que ça le fait pas, ça nous arrivait pas il y a pas longtemps, on préfère stopper avec un candidat ou une candidate parce que c'est ça. Mais nous, nos valeurs, elles font que on peut ne pas se parler pendant 2 semaines et se reparler 2 semaines plus tard et en fait c'est comme si on s'était parlé hier en fait parce qu'en fait on a l'habitude. Voilà. Et pour le coup, l'objectif, ça serait encore de beaucoup grandir, ou il y a des tailles d'entreprise que tu aimerais mieux pas trop accéder parce que tu sais que ça va être d'autres choses, d'autres paliers. Il y a des paliers, on parle de paliers souvent dans les entreprises où il faut mieux pas trop excéder ce palier-là parce qu'après, c'est d'autres contraintes, d'autres difficultés, j'ai envie de dire. C'est marrant parce que de la façon dont tu le présentes, c'est comme si c'était moi, Maxime Piquette, qui devait décider de la taille idéale de la boîte. Et s'il y a bien un truc que je ne fais jamais, et parce que c'est pas mon moteur, c'est de penser à moi vis-à-vis de l'entreprise. Peu importe la taille qu'on doit avoir, ça sera la taille qu'on doit avoir vis-à-vis de l'entreprise et du business qu'on doit le faire. Mais ça sera jamais vis-à-vis de moi. Ok. Moi, je m'adapte. En fait, c'est mon état d'esprit, c'est dans tous les cas, je dois être au taquet, je dois être bon, peu importe ce qui se passe, je dois être bon. Oui, après, tu pourrais me dire, je sais que quand on atteint, si un jour on atteint, et je le souhaite parce que c'est que positif de savoir qu'une entreprise, elle grandit, hein, mais tu pourrais me dire, je sais que le jour où on atteindra telle taille, ça sera peut-être le jour où moi, il faudra que je parte parce que ça sera une autre dimension dans l'entrepreneuriat. C'est même plus de l'entrepreneuriat, c'est carrément la direction d'entreprise, mais vers laquelle je me sentirais peut-être moins, ou tu vois.
Tu pourrais me dire, c'est peut-être la taille, tout simplement une taille à laquelle je donnerai les rênes à quelqu'un d'autre parce que ça sera plus la taille que je souhaite. Non, franchement, mais de la même manière, c'est intéressant. Tu vois, c'est que si demain, je pense que pour le business, c'est pas bon que je sois CEO, effectivement, je mettrai en place quelqu'un. Mais je le ferai jamais pour ma propre conception et pour, tu vois, pour ton intérêt personnel. Je le réfléchis jamais comme ça. Okay. Ce n'est jamais vis-à-vis de mon intérêt personnel, c'est toujours vis-à-vis de l'intérêt de la boîte. Toujours. Oui, voilà. Mais ça aurait pu être une autre manière, en tout cas, de le penser. C'est ça que je veux dire, ouais. Mais t'as tout à fait raison. Mais j'entends, hein. Tu vois, c'est ça. Et c'est ça où, effectivement, si demain, je sens que je suis plus au niveau, alors soit je vais me former, soit je vais travailler dessus, soit effectivement, je pars du principe que je suis plus la bonne personne et je mets en place quelqu'un. Mais business first. Business is business. Ouais. Et pour le coup, c'est intéressant, tu parlais de formation. Tu te formes tout le temps, j'imagine. Enfin, quand je dis j'imagine, il n'y a pas de jugement, je rassure. Mais il y a tellement d'évolutions sur le marché, sur les outils, surtout avec ta formation initiale d'informatique. J'imagine que c'est de la formation continue. Il y a des formations en ce moment que tu vois et tu dis j'aimerais bien aller vers ce type de techno ou vers ce type de formation. Alors, ça c'est intéressant. Je vois pas du tout en fait, je crois que j'aime pas du tout l'idée de la formation en elle-même. C'est-à-dire de prendre un moment particulier pour se former sur un sujet. Je vois beaucoup de gens en ce moment, par exemple, se former à l'IA. Mmh. J'ai aucun avis là-dessus. Ils font ce qu'ils veulent, et très bien. Et j'en vois beaucoup qui, y a dans les boîtes. En ce moment, c'est LinkedIn est blindé de posts sur formez-vous à l'IA, je suis le meilleur formateur à l'IA. On est d'accord. Non, mais il y a plein de ça. Mais très bien. Moi, c'est pas ma méthode. Parce que moi, j'aime bien être curieux et ma curiosité m'amène à faire très vite. Et je pense que la façon dont j'apprends les choses, c'est en faisant. Mmh. En testant, en ratant et en refaisant. Et donc, me former à l'IA, ouais, très bien. C'est quoi ChatGPT? Ok, machin, je vais dessus. Je tape un prompt, ok. Est-ce que j'ai un bon prompt? Je regarde un tutoriel, machin, je reteste un truc, ou je demande à l'IA d'ailleurs, maintenant. Et je me forme comme ça. Tu vois, je trouve qu'il faut... Parfois, on a trop peur de faire les choses et de se dire il faudrait presque avoir le manuel pour commencer à faire quelque chose. Non, faites les choses et vous verrez, vous apprendrez peut-être mieux que les autres. De toute manière, tout le monde a, à un moment donné, appris aussi en faisant. Bien sûr, oui. C'est hyper intéressant de faire les choses. Si après, tu veux vraiment te perfectionner... Moi, je trouve que la formation, à la limite, elle peut être intéressante quand tu veux passer sur vraiment un très high level sur les choses. Mais sinon, moi, j'aime bien me former en faisant les choses. Je me suis auto-formé à la finance sur un peu de cette manière-là. Et aussi, c'est la deuxième chose que j'utilise, c'est l'expérience des autres. C'est-à-dire que les autres me forment à des sujets. Typiquement, on a une super DAF chez Ocha. Et elle m'a beaucoup aidé à me former aussi, d'une certaine manière, à la finance. Il y a plein de principes. Et tant que tu as un peu l'esprit ouvert et que tu es curieux de découvrir d'autres choses, je trouve que tu t'auto-formes un peu comme ça. Ça et les livres. Voilà. Et justement, j'allais le dire, juste un peu en préambule pour dire de l'épisode, on parlait 2 minutes et tu me disais que tu lisais quand même pas mal puisque tu as commencé toi-même un podcast sur le livre à lire. Et donc, tu lis beaucoup, j'en déduis que tu lis beaucoup. Ouais. Et il y a pas mal de choses que tu aussi... je vais pas dire apprendre, mais que tu suis ou que tu te nourris beaucoup en fait de lecture, quoi. Ouais, pour avoir des concepts différents, des visions différentes, des idées sur certains principes où je trouve que c'est intéressant de voir les choses d'une façon différente. Voilà. Y a des livres qui m'ont beaucoup aidé, même dans ma manière de travailler. Tu vois, y a une méthode que j'utilise, je vais plus savoir le nom de cette méthode, mais je l'utilise tous les jours, qui est très basique parce qu'elle revient à... Je vais te la retrouver, c'est sûr. En fait, elle revient à partir du principe que tu dois tout noter, toutes les informations que tu as et que tu dois gérer, il faut que tu les notes. Parce que
plus tu retiens des choses dans ta tête, plus ta tête est encombrée. Et en fait, il faut que tu essayes de Oui. vider le plus vite En fait, possible. le fait de l'écrire, ça te permet de la retirer de ta tête. Exactement. Même si c'est en mode bullet point, mais au moins c'est Exactement. sorti de ta tête et au moins. Et il faut que tu aies un système de classement et d'organisation qui fait que chaque information en fonction de la thématique, etc., tu sais exactement où elle se où trouve. la mettre Mm. et comment aller la retrouver. Rien que ça m'a aidé sur plein de choses dans mon fonctionnement en tant que CEO. Et évidemment, il y a d'autres livres et d'autres sujets qui m'ont beaucoup J'aime bien intéressé. les petits tips comme ça parce que, Ouais. comme tu dis, c'est pas révolutionnaire Non. et en même temps, ça te change une manière Ouais. de voir ou d'avancer en Ouais. fait chaque jour au quotidien. Et en fait, c'est une aide énorme plutôt que de lire des choses révolutionnaires où tu dis c'est génial, mais en fait, ça va me prendre des années à pouvoir les mettre en place ou en tout cas, ou peut-être pas adapté à moi. Je trouve ça génial, mais c'est peut-être pas adapté. Et des petites choses comme ça, en fait, que je trouve top parce que ça te fait vraiment gagner beaucoup de temps dans ton quotidien. Donc, ouais. C'est la méthode Get Things Done. Oui. Faire les choses. Ouais, Voilà. ouais. La méthode GTD. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et je t'en donne un autre. Il est hyper basique, c'est pareil. Il est hyper basique, mais je suis sûr que ça peut aider plein de personnes parce que c'est bête, mais on n'ose pas le faire. Tu sais, les choses qui restent tout le temps dans ta boîte mail ou dans ta to-do list. Mhm. T'as des trucs comme ça, Bien sûr. Tout le Ah temps. non, mais on est tout le d'accord. temps, qui restent dans ta to-do list ou dans tes mails. C'est bête à dire, mais à un moment donné, s'ils sont là depuis peut-être plus de 3-4 semaines, supprime-les. En fait, tu n'en as pas besoin. Ça veut dire que si tu ne les fais pas, c'est pas important pour toi. Supprime-les. Et puis, en fait, on dit souvent ça avec les emails notamment, les trucs où, Ouais, moi, j'ai ça qui avec sont les là. mails. Bah ouais, mais en fait, si c'est vraiment important, t'inquiète pas, la personne qui en a besoin, elle reviendra vers toi à la charge. Et donc à ce moment-là, peut-être que tu reconsidéreras le sujet et son niveau de priorité. Mhm. Mais sinon, ne t'encombre pas avec ça. Si tu as des choses qui restent dans ta boîte mail, supprime-le, parce que c'est que tu n'as pas envie de le faire, ou ça va pas, ou à ce moment-là, traite-le, à un moment donné. Ce que j'allais dire, c'est la tu deuxième technique que moi j'avais lue, c'est commence toujours par ta journée, par les premières choses que tu ne veux pas du Absolument. tout faire. Comme ça, le reste de la journée est rempli de choses plus intéressantes. Oui, et surtout, tu démarres avec un esprit très positif parce que tu as fait quelque chose qui était vraiment, tu sais, relou et tu as débloqué quelque chose dans ton travail. Donc, c'est très positif. Et si effectivement, au bout de 3 semaines, tu les as toujours, c'est que Ouais. celles-là, il faut vraiment les Et ne pas supprimer hésiter. parce que... Moi, je le dis parfois à mes collaborateurs, n'hésitez pas à ne pas faire des choses qui vous semblent finalement inutiles. On vous a demandé un truc, finalement, vous pensez que ça n'est plus utile. Mais supprimez ce truc-là de votre to-do list pour passer à autre chose très vite. Voilà. Et dans ton quotidien de CEO, est-ce qu'il y a eu... Parce que quand je t'entends, j'ai l'impression que... Alors, tu vas me dire que j'ai mal entendu, ce qui est possible, mais j'ai l'impression que ça s'est fait assez naturellement et assez facilement, toutes ces années au chat. Ouais. Est-ce qu'il y a eu quand même des moments difficiles, des moments de doute, ou finalement, non? Si je les ai eus, je les ai pas sentis. Je les ai pas. Ah, donc j'ai bien entendu, tu vois. Non, mais en tout cas, c'est la bonne traduction. Soit tu es très positif et très positif, soit tu t'en souviens pas parce que c'est passé et t'es passé à autre chose. Ouais, il y a toujours des moments, t'as toujours des moments de stress ou de difficulté. Enfin, je veux dire, c'est impossible de rencontrer un entrepreneur qui en aura pas. Mais simplement, j'ai pas eu un moment où je me suis senti en critique, tu vois, où j'étais vraiment totalement à l'envers. Et non, ouais, il y a eu des difficultés, que ce soit des sujets RH à traiter, c'est généralement les sujets les plus simples, des sujets financiers qu'il fallait traiter ou légaux qu'il fallait traiter. Voilà, même encore aujourd'hui, j'ai des sujets, je traite en ce moment qui me font pas spécialement plaisir, mais franchement, je m'endors jamais avec ça, jamais. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Tu dors tranquille. T'es un des seuls CEO que j'ai rencontré qui n'arrive pas bien dormir. Voilà. Mais après, je te l'avoue, à toi, j'ai ma technique d'endormissement. Je m'assomme.
un grand coup sur la tête tous les soirs. Ça marche nickel. Alors sur le long terme, c'est pas efficace. Ouais. Non, mais j'ai ma technique. Je pense à quelque chose que je veux créer et je pense à ça et ça m'apaise. Voilà. Ça peut être n'importe quoi, matériel, jeux vidéo ou pour la boîte ou voilà, peu importe. Mais je m'endors avec l'idée d'un projet. Voilà. Donc t'es en perpétuelle réflexion. le mec est taré. Hein, Ah non, j'ai pas dit ça. Attention, t'as un bon level là. Mais non, moi j'ai pas de souci pour m'endormir, tu vois. Mais ça veut pas dire que je suis pas stressé. Non, mais tu sais, en tout cas, mettre peut-être aussi les sujets dans. Je vais caricaturer, mais un peu dans les bonnes boîtes. Et c'est-à-dire que quand t'es en perso, t'es en perso. Et quand t'es dans le pro, t'es dans le pro. Je sais pas si toi t'y arrives et c'est génial que tu y arrives, mais c'est pas toujours le cas, quoi. Ah bah bien sûr. Moi, alors, perso c'est perso et pro c'est pro, et je réponds rarement à un email le week-end. Je suis avec mes enfants et ma femme et C'est cool. Ouais. D'entendre ça que t'arrives quand même à. Ouais. Enfin, franchement, alors, on a une chance folle. Ouvertement, je le dis, je sauve pas des vies. Moi, le premier élément important, c'est la solvabilité de l'entreprise et que mes collaborateurs aillent bien dans leur métier, etc. C'est mon premier objectif. Voilà, c'est que la boîte aille bien et que mes collaborateurs aussi aillent bien et finalement que tout ça se développe de façon efficace. Voilà. Après, je sauve pas des vies, chacun fait le mieux qu'il peut. Moi, j'essaie de mettre toute mon énergie et toute ma créativité pour cette boîte, mais à un moment donné, il faut pas le prendre non plus personnellement. Ouais. Tu vois. Je trouve qu'il y a des entrepreneurs qui parfois prennent vachement le truc de façon personnelle, sauf que une boîte, c'est jamais une personne déjà. Oui, mais c'est parce que souvent, derrière un entrepreneur, il y a... c'est un peu son bébé, et puis c'est un peu son... Oui, bah... J'ai horreur de cette expression. Oui, alors c'est pas du tout le bon terme, parce que heureusement que non, mais... Bon, voilà, c'est un projet de vie aussi, c'est un investissement, c'est souvent son investissement, en tout cas au démarrage. Donc, oui, il y a des entrepreneurs mais l'investissement, il est... faut le dire honnêtement aussi, attends, et l'investissement en tant qu'entrepreneur, il vient avec plein de choses positives en face. Bien sûr, bien sûr. Donc, pour moi, c'est comme en tant que salarié. En fonction d'un salaire, tu dois faire des choses plus ou moins difficiles, voilà. Et il faut que ça soit balancé. Et je pense que l'entrepreneur... c'est aussi comme ça que je le vois, il a des choses qui sont très positives pour lui et c'est bien normal qu'en face il ait des choses qui sont très difficiles pour lui. C'est normal. Oui, c'est le quotidien qu'il a accepté aussi, j'ai envie de dire, de relever. Bah, bien sûr, mais c'est jamais son bébé, l'entreprise. Hein. Par contre, c'est impossible. À part d'être solo entrepreneur et là, oui, non, mais ça c'est autre chose. Oui. C'est son bébé. Mais sinon, je n'aurais pas fait le quart du dixième de ce qu'on a fait avec Ocha seul. C'est impossible. C'est impossible. Et à chaque fois qu'on revient un peu dans le passé avec les équipes pour regarder un peu l'historique de ce qu'on a fait, je sais très bien que ce truc-là, c'est telle personne chez nous qui est peut-être plus chez nous, ce truc-là, c'est telle autre personne, etc. Et en fait, c'est une accumulation de personnes qui sont passées chez Ocha, qui ont donné de leur temps et de leur énergie, qui ont donné de leur créativité et qui ont fait que Ocha, c'est ce que c'est aujourd'hui. Mais c'est ça qui est cool d'ailleurs, c'est que c'est un ensemble d'êtres humains sur Terre qui ont fait un truc cool à la fin. Voilà. Oui, qui sont venus le temps, en tout cas, d'Ocha, apporter leur pierre à l'édifice pour soit y rester, soit l'apporter ailleurs. Mais, et d'ailleurs, tu as des gens qui sont là depuis le démarrage ? Alors, le démarrage Alors, peut-être pas le démarrage, mais en tout cas dans les premiers, quoi. Ah ouais, j'ai Thomas qui... Thomas, il est là depuis quasiment le début et c'est drôle parce que Thomas, la façon dont il a candidaté à rien d'ailleurs, il a proposé de travailler pour nous et en fait il a fait un podcast qu'il a publié sur Ocha pour nous dire j'aimerais bosser avec vous. C'est génial. Tu vois, c'était évident que c'était la bonne manière et donc et la preuve en est, il est encore là si j'entends. Tout à fait, je crois que ça fait plus de 6 ans ou peut-être 7 ans maintenant qu'il est avec nous. Ouais.
Et pour le coup, j'espère que tu vas avoir plein d'offres à venir parce que vu comme tu as parlé du boss que tu es et de l'entreprise, je pense que tu vas avoir des candidats, donc sois prêt. Ok, tant mieux, trop cool, on recrute, donc c'est très bien. C'est vrai, vous recrutez là dans Ouais, le mois on qui viennent. on a quelques offres de recrutement, que ce soit en alternance ou en poste CDI, on a aussi des offres. Ouais. C'est quoi à peu près pour toi 2026-2027 dans le podcast? C'est quoi les enjeux? C'est quoi les objectifs? Enfin, pas les objectifs, l'enjeu d'abord, les enjeux. Le vrai enjeu pour nous, déjà, c'est le développement aux US. Ça, c'est notre enjeu. C'est un enjeu qu'on a développé et qu'on a démarré en 2023. En 2024, on a réussi vraiment à comprendre quelle stratégie il fallait qu'on adopte pour aller sur le marché US. Très différent du marché français? Ouais, différent dans le sens beaucoup plus mature. Ouais. En fait, sur le marché français, on a démarré, on se l'est dit, tout début du podcast. Bien sûr. Marché immature, donc beaucoup de personnes qui en fait ont un besoin de créer du podcast avant tout. Les US, on arrive beaucoup plus tard, et beaucoup d'entre eux en réalité ont déjà un podcast, et ceux qui n'ont pas encore de podcast, en fait il y a plein de plateformes qui existent déjà, et nous faire un peu notre trou là-dedans, c'est pas évident parce que ça demande de faire de mettre beaucoup d'argent sur la table pour développer notre notoriété. Donc il faut qu'on s'adresse finalement plutôt à des podcasts qui sont déjà là, et faire en sorte que ils puissent utiliser nos outils sans totalement migrer chez nous. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau parce que quand tu vas sur Ocha, pour faire assez simple, c'est tu viens ajouter tous tes fichiers audio et nous, on te permet de les distribuer sur Apple Podcast, Deezer, etc. Et quand quelqu'un, généralement, change de plateforme, il passe de la plateforme A à Ocha, en fait, il vient bouger tous ses fichiers audio et il vient les mettre sur Ocha et nous, on continue à faire sa distribution. Et comme le marché est très mature, eux, les US, les Américains, ils n'aiment pas du tout changer de plateforme. Ils sont très bien là où ils sont. Et pour notamment des raisons de monétisation, ils ne veulent pas bouger. Et donc, la question qui s'est posée, c'est comment on adresse ce marché-là? Et la solution, c'est on ne va pas les bouger. On va leur dire, restez où vous êtes, mais par contre, on va vous permettre d'avoir accès à des outils auxquels vous n'aviez pas accès jusqu'à présent, les outils marketing qui vous permettent de développer votre audience. Et ces outils-là, vous pouvez y accéder sans devoir migrer vers une nouvelle plateforme. Et là, pour le coup, vous amenez des outils vraiment innovants sur le marché US. Tout comme le SEO du podcast, tu vois, dont on se parlait, c'est un outil qui n'existe nulle part. Et depuis qu'on l'a lancé justement de cette façon-là en 2024, on a pu avoir plusieurs clients américains, des gros clients américains. Tu vois, on se parle de BlackRock, on se parle de Red Bull, qui n'est pas spécialement américain, mais qui est aussi un titre américain. La BBC, qui est, que ce soit à New York ou en Angleterre. Et bien sûr, plein de clients américains que je ne te citerai pas parce qu'ils ne sont pas connus sur notre marché, mais en fait, qui sont hyper importants là-bas, qui sont dans le domaine du podcast, qui sont hyper essentiels pour nous. Et donc, on a vraiment commencé là en 2024 à bien développer sur ce marché-là. Et c'est ce qu'on essaie d'accélérer encore plus là sur 2025 et 2026. Et cette stratégie, elle pourrait marcher sur d'autres pays aussi? Ouais, bien sûr. Alors on vise les US parce que c'est le plus gros marché. C'est oui, je me doute. De très loin. Donc pour nous, on a déjà un très gros focus sur les États-Unis. Mais Mais je me dis, une fois que tu l'as testé, en tout cas sur les États-Unis, c'est vrai que ça te permet de pouvoir tester aussi cette stratégie sur d'autres pays aussi, quoi. Totalement. Et ce qui est intéressant à travers les États-Unis, c'est que quand tu fais quelque chose pour les États-Unis, d'une certaine manière, tu rayonnes sur quasiment tous les autres pays. Ne serait-ce que l'Angleterre, l'Australie, le Canada, tout de suite tu vas rayonner très vite sur ça. Et puis après, même des pays qui ne sont pas anglophones, comme l'Allemagne par exemple, nous Français, on utilise beaucoup d'outils américains, c'est un peu la même chose, quoi. C'est que là, tu vas rayonner très vite. C'est pour ça que notre target a été là-dessus. Pour l'instant, on ne pense pas encore à se développer sur d'autres pays, parce que c'est déjà beaucoup d'énergie. Oui, il faut le tester, oui, bien sûr. Mais c'était juste encore sur une projection, j'ai envie de dire, à plus long terme, où si cette strat, elle marche pour les États-Unis, tu pourras l'imaginer finalement partout, quoi. Exactement. Ouais, parce que... Mais c'est intéressant d'un point de vue marketing d'aller sur un marché mature où on te dit en général qu'il ne faut pas faire ça. Mais c'est là où c'est intéressant aussi, c'est de pouvoir tester des choses qui, justement, dans le domaine du podcast, dans le domaine de l'innovation et des technos, où en fait, si tu peux casser les codes, quoi. Tu peux casser les codes. En fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre et d'être très honnête avec toi-même là-dessus, parce que ça, c'est difficile aussi, mais de te dire, oui, j'ai quelque chose à apporter à ce marché. J'ai une vraie innovation qui a un intérêt in fine. C'est pas juste une innovation pour une innovation, c'est
c'est un intérêt pour mes clients, in fine, qui vont prendre cette solution-là. Et en fait, c'est ça qui moi, m'anime énormément en ce moment, tu vois, notamment cette année, et je pense que pour toute l'année prochaine encore, c'est que on a beaucoup de choses qui sont dans la roadmap, qui répondent à notre souhait d'aider celles et ceux qui veulent développer l'audience de leur podcast, qui vont pouvoir être développés, qui n'existent pas encore sur le marché, qui vont pouvoir être développés. Il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit en termes de data, connecté à de l'IA, avec des outils un peu marketing autour. Il y a beaucoup de choses à faire et le marché n'attend que ça, en fait. D'avoir des outils qui soient assez professionnels aussi, avec beaucoup de données pour comprendre comment les auditeurs découvrent un podcast. Est-ce que ils vont plus l'écouter parce qu'il y a telle pochette ou parce qu'il y a tel titre, etc. Quel est le taux de fidélisation que j'ai sur le podcast. Oui, c'est ça aussi qui est intéressant dans le podcast, c'est voir si tu es fidèle ou pas à tel ou tel épisode. Et aujourd'hui, tu n'as aucune plateforme, tu vois, qui ne répond de façon un peu 360 à tous ces sujets-là qui sont des sujets, en fait, il me faut une plateforme marketing pour gérer mon podcast. Aujourd'hui, tu n'as pas de plateforme marketing pour gérer ton podcast et c'est ce qu'on essaye de créer avec Ocha. Ouais, c'est top. Parce qu'en plus, tu réponds déjà à une autre problématique qui sera justement cette monétisation qui, à mon avis, sera encore plus accélérée quand toutes ces plateformes-là se seront mises d'accord sur... Plus t'as d'audience, plus t'as de monétisation. C'est ça. Ouais, tout à fait. Donc, pour le coup, d'être déjà équipé de tous ces outils te permettra aussi de pouvoir plus facilement rentrer dans ce domaine de la monétisation, quoi. Tout à fait. Ouais. C'est l'une des voies, effectivement. Bien vu. Écoute, Maxime, on arrive au bout de cet épisode, mais je suis à peu près convaincue que c'était que le premier ensemble et qu'on en aura d'autres parce que super. Il y avait plein de sujets que je trouvais très intéressants. Et puis, moi, j'ai envie de connaître les prochains livres que tu nous conseilles de lire et encore plein d'autres choses. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci, Alexandra.